Nous nous opposons à la possibilité laissée au Premier ministre de décréter un état d'urgence sanitaire dans un régime dit de sortie, tout en écartant encore davantage le Parlement. En fait, ce régime de sortie entretient le flou, un pied dehors, un pied dedans, alors qu'il faudrait, et le débat démocratique et l'intelligibilité de la stratégie politique du gouvernement vis-à-vis de la population nécessiterait plus de clarté. C'est le contraire qui est fait avec cet article. D'un côté, il assoit la possibilité de prendre toutes les mesures d'un état d'urgence, hormis le confinement généralisé, et de l'autre, il laisse la possibilité d'un prompt retour territorialisé à l'état d'urgence sanitaire, avec son lot d'interdictions, de fermetures et de confinement. En outre, il prévoit que les délais entre la prise de décret et la loi de prorogation, qui est le seul moyen pour nous parlementaires d'émettre a posteriori un avis, ce délai est prolongé. Il passe de 1 à 2 mois pour le cas où moins de 10% de la population française serait concernée par l'état d'urgence sanitaire. Rappelons que, par définition, des mesures d'exception doivent être exceptionnelles. Leur inscription dans la durée, comme c'est fait actuellement, comme c'est fait depuis plus d'un an, sans que, par ailleurs, le gouvernement ne se donne tous les moyens, de notre point de vue, de lutter efficacement contre la pandémie. C'est plutôt le constat d'un échec, étant donné la situation dans laquelle on est, et le fait même que nous soyons obligés à nouveau de légiférer. Tout cela porte atteinte aux libertés dans des proportions que nous jugeons impropres, raison pour laquelle nous nous opposons à cet article et proposons sa suppression. Il s'agit d'un amendement pour supprimer les alinéas 1 à 5. Nous nous opposons à la possibilité laissée au préfet de refuser le lieu d'isolement ou de quarantaine choisi par une personne dans le cas où le lieu ne serait pas adapté ou ne serait pas contrôlable. La lettre du texte qui dispose que le préfet pourra s'opposer au lieu choisi s'il juge qu'il ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de la quarantaine ou de l'isolement nous semble particulièrement floue et laisse aux représentants de l'État une grande marge d'interprétation. Ce dernier pourra, du reste, en cas d'opposition, déterminer lui-même le lieu de la mesure. Comme le relève d'ailleurs le Conseil d'État dans son avis sur le texte, cette disposition est, je cite, susceptible de porter atteinte aux droits des personnes concernées à mener une vie familiale normale, résultant du 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, à leur liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée résultant de l'article 2 de cette déclaration. Nous considérons donc que cette atteinte multiple aux libertés fondamentales est disproportionnée. Voilà pourquoi nous opposons à cette disposition et souhaitons la suppression de ces alinéas. Il s'agit d'un amendement de repli pour amoindrir les risques que la disposition de cet article fait courir aux libertés fondamentales en inscrivant dans la loi que l'opposition du représentant et de la représentante de l'État au lieu d'isolement ou de quarantaine choisi par l'intéressé doivent se faire sans préjudice de la poursuite d'une vie familiale. Il nous semble qu'une famille dans un moment de fragilité ou d'isolement qui aurait fait le choix de rester unie pourrait être empêchée sur seule décision de l'État, alors que c'est précisément dans des moments de détresse ou de difficulté et d'incertitude comme actuellement que le lien familial peut s'avérer le plus précieux. Et donc, nous défendons le droit pour les familles de choisir librement, en conscience, de se séparer un temps ou de s'isoler ensemble. La situation sanitaire, de notre point de vue, ne doit pas permettre de contrevenir à toutes les libertés, notamment quand elles sont aussi élémentaires que celle de poursuivre une vie de famille normale, aussi normale que possible en tous les cas. Nous demandons également la suppression de cet article 5, car nous refusons que les données collectées par les systèmes SI-DEP et Contact Covid soient rassemblées au sein du système national des données de santé. Nous étions opposés à la création déjà de ces deux fichiers par l'article 11 de la loi de mai 2020. Parmi ces fichiers, Contact Covid étant le plus sensible et continuant de présenter
certaines mauvaises pratiques, selon l'avis trimestriel de la CNIL du 21 janvier 2021. Et nous avions dénoncé l'ouverture d'une boîte de Pandore autour de la marchandisation des données, des conservations trop longues, des risques de piratage. Et on voit, comme ce que nous craignions, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que plutôt que de refermer cette boîte, vous accroissez encore plus les risques avec la centralisation des données au sein du système national des données de santé. Comme le relève d'ailleurs l'avis du Conseil d'État, on passerait d'une conservation initialement prévue de 3 mois à une conservation pouvant aller jusqu'à 20 ans. Le système national des données de santé collecte des données et les met à disposition sur avis la CNIL de toute personne, publique ou privée, à but lucratif ou non, pour réaliser une étude, une recherche ou une évaluation. Il s'agit d'un fichier qui est déjà assez conséquent, qui compile de nombreuses données très sensibles. Or, ce système pose un certain nombre de questions. La CNIL avait ainsi émis un avis critique sur le projet de décret d'application de 2019, en pointant la centralisation excessive, des informations individuelles parcellaires, des contrôles lacunaires. Et de notre point de vue, donc, renforcer ce fichier par les données de contact Covid et du CIDEP accroîtra très largement la durée de conservation, augmentera encore davantage en centralisant les données le risque que leur confidentialité soit violée, que le système soit piraté et que nos informations soient exposées. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition. Écoutez, moi, ce qui m'interpelle, et d'autres collègues l'ont dit, d'abord de la part du rapporteur, c'est que vous balayez d'un revers de main tous les arguments sérieux, argumentés, y compris les critiques de la CNIL elle-même et les réserves qui sont portées, comme si en fait c'était anodin ce qu'on faisait et comme s'il n'y avait pas déjà eu des alertes sur la question de la protection des données de santé, leur caractère sensible. Comme l'a rappelé notre collègue, on avait déjà eu ces discussions et effectivement le gouvernement et la majorité s'étaient engagés que non, ce serait provisoire, qu'on met en place ces systèmes, mais pas du tout pour les pérenniser. Et on voit, comme à chaque fois, et donc vous confirmez toutes les raisons pour lesquelles on ne peut absolument pas faire confiance à la parole de ce gouvernement ni de cette majorité, que en fait vous pérennisez des dispositifs qui en plus n'ont pas les garanties suffisantes. Non, collègue Gouffier-Cha, ne pas voter cet article ne signifiera pas qu'il n'y aura plus de recherche dans les questions épidémiologiques. Les raisons pour lesquelles il n'y a pas assez de recherche, c'est d'abord parce que la recherche n'a pas été financée, y compris votre gouvernement et ceux qui ont précédé auxquels participaient un grand nombre des membres de votre gouvernement n'ont pas financé la recherche. Donc la recherche, oui, elle a besoin de financement et ce n'est pas la question de ces fichiers fragiles et sur lesquels nous n'avons pas une souveraineté numérique suffisante. Là aussi, il faudrait se poser la question avant de constituer de telles bases de données qui le permettraient. Et je rappelle, vous l'avez dit aussi et vous l'avez rappelé dans la définition du système qui est en place, que oui, il y a possibilité de mettre à disposition à des entreprises privées à but lucratif ces données-là. Et donc, on est clairement dans un risque, même pas un risque en fait, une stratégie de marchandisation des données de santé. Donc, et ça, on a déjà eu ces débats-là, y compris dans la question de la santé. C'est une réalité qui existe. Là aussi, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Et vous n'avez aucune garantie aujourd'hui, et vous n'avez présenté aucune garantie par rapport à ces réalités. Et donc, voilà pourquoi c'est tout à fait cohérent de s'opposer à cet article. Merci. Nous souhaitons supprimer les alinéas 24 à 26, car nous considérons que les dispositions que le gouvernement souhaite prolonger sont profondément antisociales. Dans son article
41. En effet, la loi du 17 juin 2020 prévoit la possibilité de fixer par accord d'entreprise le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. L'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permet, lui, à l'employeur, par un accord d'entreprise ou à défaut par un accord de branche, d'imposer la prise de congé ou de les modifier unilatéralement. Le nombre maximum de jours concernés est par ailleurs porté de 6 à 8. Ces dispositions laissent ainsi le soin des accords d'entreprise de déterminer combien de temps les salariés resteront dans la précarité, sans contrat stable, sans possibilité de trouver un logement en location, sans même parler de devenir propriétaire. Il laisse à ces accords le soin de décider unilatéralement si les salariés pourront ou ne pourront pas passer leurs vacances en famille avec leurs profs, avec leurs proches. Nous refusons que la situation sanitaire soit un prétexte, et comme elle l'a été malheureusement depuis plus d'un an, à rogner les droits des travailleurs et travailleuses, leur droit à un travail décent et pérenne, leur droit à un logement, leur droit à une vie de famille. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions. Dans la continuité de l'amendement précédent, il s'agit de supprimer les alinéas 28 à 30 qui correspondent, de notre point de vue, à des mesures antisociales. L'article 1 de la loi du 25 mars 20 permettant à l'employeur d'imposer la prise de congé, les dispositions permettant de déterminer la nature du contrat de travail, tout cela remet en cause, de notre point de vue, et sans justification au prétexte de la crise sanitaire, les droits fondamentaux, des droits sociaux et les droits familiaux des salariés. Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de ces dispositions. Nous proposons, que soient organisés 3 débats thématiques dans le cadre de la campagne électorale à venir, dont les thèmes seraient déterminés par les candidats et candidates. Il s'agit pour nous, dans le contexte sanitaire, dont on sait qu'il va avoir un impact extrêmement négatif sur la mobilisation électorale des citoyens et citoyennes et leur participation, de permettre que toutes les voix, les idées et les débats aient lieu. Il nous semble que ce ne serait pas suffisant qu'un seul débat ait lieu. Nous pensons que des débats diffusés simultanément sur les chaînes de télévision et de radio du service public permettraient en fait de prendre le temps d'éclaircir des positions de chacun et chacune, en sachant qu'actuellement il est extrêmement difficile, étant donné les restrictions en termes de rassemblement et d'action militante, pour que ces échanges aient lieu. Et donc il ne nous semble pas excessif, mais certainement, on va dire, le minimum que plus d'un débat ait lieu. Et voilà pourquoi nous proposons cet amendement qui est assez précis et rédigé de manière